Ma question, c'est la visualisation de données est-elle une science ou un art? Puis, on va essayer de répondre à cette question-là ensemble. Avant, ce que je veux vous dire, c'est que c'est quelque chose qui s'apprend, en fait. Puis, je vais commencer par prendre un exemple qui est la manière que j'ai eue, moi, d'apprendre à concevoir une visualisation de données. Je vais utiliser une visualisation dont le design, en passant, m'a été inspiré par un designer d'information excellent au Québec, qui s'appelle Francis Gagnon. Ce que vous voyez là, c'est une ligne de temps qui va de 2005 à 2022, puis qui représente mon parcours, finalement, dans ce milieu-là. Puis on voit qu'il y a deux couleurs. Pourquoi? Parce que pendant la première dizaine d'années, j'ai travaillé, en fait, plutôt en modélisation d'images, en intelligence artificielle, en vision par ordinateur. Et j'ai fait ça pendant mes études, thèse, doctorat, etc., dans différentes institutions. Et ensuite, en arrivant comme professeur à Polytechnique Montréal, j'ai changé de domaine. Je suis allé plus vers la visualisation de données. Ce n'est pas complètement par hasard. À cette époque-là aussi, je suivais des cours du soir en journalisme. Et puis, c'est dans ces cours du soir que j'ai rencontré des praticiens, des acteurs en visualisation de données qui travaillent dans les médias. Je suis allé les voir, puis je leur disais que j'aimais beaucoup ça, moi aussi, faire de la visualisation de données. Dans les médias, on en voit de plus en plus, depuis maintenant quelques années. Et c'est comme ça que ça a commencé, en fait, que j'ai basculé là-dedans, en travaillant avec eux, par exemple avec Radio-Canada ici, ou Le Devoir, un journal ensuite, puis des institutions culturelles comme BNQ, la Cinémathèque, etc., jusqu'à un point où, avec un ancien étudiant de maîtrise, on a cofondé un studio de design de visualisation de données qui s'appelle Kashika. Et puis, depuis 2017, j'enseigne ça aussi. Fait que finalement, à force d'en faire, c'est pour ça aussi que je mets ces expériences-là, c'est parce que c'est en faisant qu'on apprend à faire ça. J'ai créé un cours à Polytechnique où environ 500 étudiants sont passés depuis. Donc ça s'enseigne aussi. Si on croise un peu ces deux domaines qui sont l'IA et la vise, on peut poser la question qui est comment est-ce que la visualisation peut-elle aider l'IA? On peut poser la question inverse aussi, comment l'IA peut aider la visualisation? Puis il y a quelques technologies qui servent à faire ça, mais ce n'est pas mon propos du jour. Moi, je prends la question inverse. Comment la vise peut-elle aider l'intelligence artificielle? Ben, si on prend un pipeline, en cherchant un peu sur Internet, de la chaîne de la data science, en fait, la visualisation peut aider, je ne dis pas qu'il faut le faire à chaque fois, là, mais la vise peut aider un peu à toutes les étapes. Elle peut aider au moment de faire de la collecte de données, pour comprendre les données qu'on a collectées, au moment du nettoyage, voir aussi est-ce qu'il manque des choses dans les données, est-ce qu'elles sont imparfaites, etc. Au moment de les explorer aussi, bien sûr, les données brutes directement. Si on fait de l'apprentissage là-dessus, ben, la visualisation peut servir à mieux comprendre comment notre méthode d'apprentissage fonctionne, ou ses limites, pour peut-être mieux l'organiser ou ben, l'ajuster finalement à notre contexte. Au moment de valider aussi les résultats qui sortent de notre processus d'apprentissage. Et puis évidemment, à la dernière étape aussi, quand il s'agit, par exemple, de présenter les données. En fait, la visualisation peut aider à toutes ces étapes-là. Je ne dis pas qu'il faut le faire à chaque fois, hein, mais c'est possible. Donc, c'est assez important. On va d'abord essayer de s'entendre sur qu'est-ce qu'une visualisation de données. Puis je vais prendre un deuxième exemple pour ça. Donc, des visualisations, vous en avez sûrement vu, de toutes sortes, hein, des graphiques finalement. À quoi ça sert ça? Puis comment est-ce qu'on peut définir ce qu'on est en train de regarder ici? Donc, mon exemple, c'est celui des émissions de CO2. Je pourrais vous dire, en plusieurs phrases, que les émissions de CO2 dans le monde sont passées de 54 mégatonnes équivalent CO2 en 1850 à 71 mégatonnes équivalent CO2 en 1855, etc. Puis je pourrais faire une phrase comme ça qui est très très longue jusqu'à aujourd'hui. Et vous poser une question qui serait, est-ce que la croissance de ces émissions s'accélère? Vous pourriez voir que ça croît, en effet. Ça serait une question facile, ça. Mais si je vous demandais est-ce que la croissance des émissions s'accélère, ça serait une question un peu plus difficile. Vous pourriez quand même répondre à cette question-là juste en se basant sur mon discours. Peut-être aussi, ça serait un peu plus facile si vous les mettiez dans un tableau ou si je vous fournissais le tableau des données brutes. Ou peut-être que vous allez créer une colonne supplémentaire dans laquelle vous calculeriez la dérivée, par exemple, de ces données. Et vous pourriez me répondre à cette question-là, même de manière assez précise. Vous pourriez me dire, oui, ça s'est accéléré de telle année à telle année, ensuite ça s'est peut-être légèrement décéléré, ensuite ça a repris une accélération, etc. Et vous pourriez répondre à cette question-là de manière précise, pas forcément très rapidement, mais vous pourriez le faire aussi.
Si je vous présentais le graphique de ces émissions de CO2, en l'occurrence ici, en plus, c'est séparé en termes de différentes ressources d'énergie fossile, vous pourriez aussi répondre à cette question-là, en l'occurrence assez précisément aussi, mais beaucoup plus rapidement. Ça ne veut pas dire donc que la vise est meilleure ici. Ça dépend vraiment de la question que je pose, en fait. Par contre, la vise va être une sorte de support intermédiaire visuel vous permettant de répondre à une ou plusieurs questions. Puis c'est ça le point sur lequel je veux insister ici. Donc la définition que je donne à mes étudiants dans mon cours, par exemple, c'est qu'une visualisation de données, c'est une représentation visuelle d'informations servant des objectifs. Puis là-dedans, il y a trois choses qui sont importantes. Il y a, bon, bien évidemment, il faut avoir des informations sous la main, un jeu de données. Et c'est le deuxième point sur lequel, en fait, je dois souvent le plus insister auprès de mes étudiants, c'est qu'il faut, en amont, de caractériser les objectifs qu'on a avec cette ou ces visualisations. Quelles sont les questions auxquelles on souhaite que l'utilisateur qui va regarder ça puisse répondre, ou quelles sont les tâches qu'on souhaite qu'il puisse faire avec cette visualisation. Et il faut vraiment voir ça comme un outil, quelque chose qui va être utilitaire. Et c'est ces deux éléments-là, la donnée et les objectifs qu'on aura caractérisés, qui vont influencer, qui vont contraindre la visualisation qu'on va choisir ou concevoir pour qu'elle soit la plus efficace possible dans ce contexte. Donc en fait, en tant que designer, en tant que créateur, concepteur de visualisation, un créateur va encoder une donnée. Pourquoi? Pour que l'utilisateur, lui, il puisse la décoder. Donc le créateur, lui, il va encoder ça avec des choix de représentation. Est-ce que j'utilise un bar chart, par exemple, un diagramme en barre, pour que l'utilisateur puisse ensuite le décoder. Et l'utilisateur, lui, va le décoder avec sa perception et sa cognition. Donc finalement, c'est une sorte de détour. Ça peut paraître un peu indirect et bizarre de vouloir faire ça, d'utiliser cette espèce de support intermédiaire pour transmettre un jeu de données. Mais c'est parce que notre système visuel et aussi cognitif va avoir certaines forces qui vont lui permettre de faire certaines tâches ou de répondre à certaines questions plus efficacement en regardant quelque chose qui est visuel, une information qui est encodée visuellement. C'est pour ça qu'on fait ça. Donc, est-ce que c'est un art de créer une visualisation de données? Alors, c'est une question un peu dite un peu frontalement comme ça. Essayer de définir l'art, c'est souvent des sujets de philosophie, ça. Il y a beaucoup de définitions. Hein. Donc, j'en ai pris juste deux ici qui, à mon avis, se rapportent plus à ce qu'on sous-entend quand on pose cette question-là dans ce contexte. Premièrement, ça serait une manière de faire qui manifeste un goût ou un sens esthétique, quand on pose cette question-là. Ou créer quelque chose qui est destiné à produire chez la personne qui regarde ça un plaisir esthétique. Donc, est-ce que créer une visualisation ou en choisir une est quelque chose d'esthétique? Eh bien, pas vraiment, en fait. C'est pour ça que j'insistais précédemment sur le fait que ça doit d'abord être quelque chose qui est utilitaire, quelque chose qui a un objectif, qui remplit un but. Je ne veux pas non plus mettre de côté le fait que ça puisse être joli, tant mieux si ça l'est. Si la personne a envie de regarder ça ou est attirée à regarder ça, tant mieux. Mais il ne faut pas que cette esthétique-là vienne enfreindre finalement sur l'efficacité de transmission de l'information, de décodage. Est-ce que c'est une science? On pourrait voir finalement, si je prends mes trois éléments de tantôt, le fait qu'une visualisation, une représentation visuelle, soit une fonction de mes deux contraintes, ou de l'ensemble de toutes les contraintes qu'on peut caractériser, liées aux informations ou aux objectifs. Puis c'est vrai que c'est un peu ça, en fait, dans l'esprit, mais le souci, c'est qu'il n'y a pas un algorithme scientifique qui permet de résoudre cette équation-là. C'est un processus qui est empirique, itératif, basé sur toutes sortes de contraintes qui sont extrêmement différentes. Donc ce n'est pas vraiment une science non plus. Donc finalement, c'est un processus de design. Puis je ne choisis pas le mot design ici par hasard. C'est que tout comme c'est un processus de design pour designer un outil, un ouvre-boîte par exemple, ou une voiture, ou une théière, à chaque fois qu'on design quelque chose comme ça, il faut identifier un peu tout ce qui est écrit ici. C'est-à-dire, premièrement, avec quels matériaux on travaille. Hein, si je design, par exemple, un ouvre-boîte. Bon, ben, nous, dans le cadre de la visualisation, c'est les données. Et ensuite, il faut caractériser tout le contexte. Donc, qui va utiliser ça? Est-ce que cet ouvre-boîte, c'est un enfant, un adulte qui va utiliser ça? Est-ce qu'il est gaucher, droitier? Est-ce qu'il va utiliser ça en faisant du camping ou chez lui?
toutes ces contraintes vont influer sur le design qu'on va faire de cette ouvre-boîte. C'est pareil pour une visualisation. Qui va regarder ça? Quel est son bagage technique? Est-ce qu'il va regarder ça sur un téléphone cellulaire, sur du papier, sur un écran? Tout ça va influer sur le design. Et puis, le point avec lequel on a beaucoup de mal au début, identifier précisément, explicitement, les objectifs qu'on a avec ces visualisations. Alors, on peut formuler ça sous la forme d'objectifs, ou de questions qu'on souhaite rendre faciles ou possibles avec ces visualisations, ou de tâches à faire pour un certain utilisateur, ça dépend un peu du contexte. Il faut lister en fait toutes les contraintes possibles qui peuvent influencer le design. Quel est votre processus à vous? Donc j'imagine que vous avez déjà eu à choisir ou à faire des visualisations ou des graphes finalement. Bien souvent, quand on n'a pas trop l'habitude de ça, on a un peu ce processus-là. On a des données qu'on va essayer de comprendre avec des outils comme un tableur, par exemple Excel, c'est très bien. Et puis ensuite, on va essayer de trouver le meilleur graphique qui va permettre de représenter ces données-là. Donc c'est un processus assez simple comme ça. Et qu'est-ce qu'on va utiliser pour choisir notre meilleur graphique? Souvent, on va être un peu contraint par l'ensemble des graphiques qui est capable de faire notre logiciel. Mettons que ça soit Excel. Donc on va peut-être essayer différents graphiques là-dedans. Et puis avec notre bon sens ou notre jugement esthétique notamment, on va se dire que ça c'est mieux celle-ci ou celle-là par exemple. On peut faire peut-être un peu mieux que ça. Donc là, ce que je vais vous présenter, en fait, c'est le processus que j'enseigne dans mon cours, par exemple, à Polytechnique. En fait, on doit d'abord itérer le plus possible entre trois différentes questions qui se réfèrent un peu à la définition que j'ai donnée tantôt. D'abord, il faut comprendre au mieux les données dont on dispose. Qui les a collectées? Comment est-ce que ça s'est fait? Qu'est-ce qu'elles représentent? Quelles sont les variables? Comment ces variables se distribuent, valeur minimum, maximum, la moyenne, des choses comme ça. Tout ce qui, en fait, peut nous permettre de comprendre quel est notre matériau qu'on a en main, qui sont nos données. Ensuite, comprendre aussi le mieux possible qui sont les personnes qui vont regarder ça, surtout si ce n'est pas nous-mêmes. Donc, quel est leur bagage, sur quoi ils vont regarder, comme je le disais tantôt. Et puis, quel but je veux pouvoir permettre avec ça, ou quelles questions je veux pouvoir rendre possible avec ça. Et il faut vraiment les lister explicitement. Alors, on itère beaucoup entre tout ça, et puis, idéalement, on a même des utilisateurs cibles sous la main pour pouvoir comprendre tout ça. Donc, c'est itératif, on tourne autour de ça. C'est un design, idéalement, qui est centré utilisateur. On peut faire ce qu'on vous avez peut-être déjà entendu parler des personas, par exemple. Mais idéalement, les personas, on les a vraiment sous la main pour vraiment comprendre qui ils sont et qu'est-ce qu'ils vont devoir faire avec ça. Et dans cette étape-là du processus, ce que je dis à mes étudiants, c'est ne penser à aucune visualisation. Si je vous entends parler rendu ici de graphe en barre, de line chart, etc., c'est que vous êtes en train de passer à côté, en fait. Il faut vraiment itérer au maximum sans penser une seule fois en termes de design. Les outils, là, on peut encore utiliser Excel, c'est très bien pour comprendre nos données. Au moment de comprendre nos données aussi, on peut déjà faire quelques visualisations. Pas pour l'utilisateur final, mais pour nous-mêmes, pour nous aider à comprendre comment elles se distribuent, par exemple. Pour essayer donc de pousser au maximum cette question-là. Bien souvent, on n'est pas seul à travailler là-dessus, donc il faut avoir des outils collaboratifs. Ça peut être des notebooks, Google Docs ou autres, selon est-ce qu'il y a des gens qui savent programmer ou pas là-dedans, pour écrire vraiment les différentes contraintes qu'on a ici. Une fois qu'on a poussé au maximum de ce qu'on pouvait ces trois questions-là, et qu'on pense avoir déjà une compréhension suffisante des contraintes, même si elle n'est pas parfaite, on peut commencer à passer à l'étape d'après, qui va être de se poser la question, mais quel est le meilleur, ou quelles sont les meilleures visualisations pour répondre à ces contraintes-là? Et là, sur quoi est-ce qu'on va se baser? En grande partie, sur l'expérience qu'on a eue avant en termes justement de pratique, et de projets et de visualisation qu'on a regardé. Donc quand les étudiants arrivent dans mon cours, par exemple, au début, je leur dis, on fait beaucoup d'études de cas, et puis il faut vous envoyer un maximum. Et donc il y a tout un tas d'activités autour de ça, mais je leur dis, quand vous voyez des visualisations, faites du rétro-design. Quand vous regardez une visualisation, posez-vous les questions qui sont à gauche ici. Selon vous, c'est pour qui cette visualisation? Ou pour quel public ça fonctionnerait ou ça ne fonctionnerait pas? Quelles questions on peut répondre facilement ou pas avec cette visualisation?
quelles sont les données en arrière, etc. Il faut faire de la critique énormément pour emmagasiner finalement une sorte d'expérience et de bagage là-dedans. Évidemment, on n'est pas les premiers à travailler là-dessus. C'est un domaine qui est assez vieux. En fait, ça fait des siècles qu'il y a des gens qui font de la visualisation de données, qui proposent des graphiques originaux. Donc, il y a aussi, on commence à avoir compris beaucoup de choses. Notamment, beaucoup de choses, donc des bons principes de design, finalement, et qui se basent bien souvent sur des choses aussi qu'on a compris maintenant sur notre manière de regarder, de percevoir visuellement les choses, et notre cognition aussi, comment elle fonctionne. Il ne faut pas perdre de vue que cette visualisation, on la met devant finalement un humain, avec ses forces et ses faiblesses en termes de perception et de cognition. Donc en fait, la visualisation de données, elle cherche à exploiter les forces de notre système visuel et de notre système cognitif, et de contourner ses faiblesses, pour en faire une sorte d'outil intermédiaire qui va booster notre capacité à répondre à des questions sur des données. C'est une autre manière de définir aussi. Donc, évidemment, une fois qu'on pense avoir itéré au maximum sur ce qui est à gauche et qu'on passe à l'étape de droite, on revient aussi souvent à ce qui est à gauche aussi. Parce que quand on réfléchit à comment on pourrait représenter visuellement les choses, on se met aussi systématiquement à mieux comprendre aussi ce qui peut être utile pour l'utilisateur. On retourne en arrière aussi pour mieux comprendre les données éventuellement, en rajouter aussi des nouveaux jeux de données, parce qu'on voit que ça débloque certaines questions, etc. Donc il y a énormément en fait, d'aller-retour dans tout ça. Pour l'étape de droite, ici, avec quel outil on peut fonctionner? Au début, ce qui est bon, c'est d'utiliser des croquis. Donc vraiment un crayon, une feuille, rien de très sophistiqué. Pourquoi le croquis? La valeur du croquis, c'est que c'est facile à faire, c'est rapide à faire, et donc c'est aussi facile et rapide à jeter. Donc on n'a pas de frein psychologique, de résistance à mettre à la poubelle quelque chose, une idée qui ne serait pas bonne par exemple. Donc beaucoup de croquis au début, et puis une fois qu'on pense avoir un peu à converger sur certaines idées, c'est bon aussi d'utiliser des outils qui permettent de rapidement tester des visualisations avec ses propres données. Le plus tôt possible, c'est mieux. Pourquoi? Parce que parfois, on se rend compte aussi qu'en mettant ses propres données, il y a certains designs qui ne fonctionnent pas ou qui fonctionnent. Donc, dans Excel, puis tout un tas de librairies maintenant qui existent aujourd'hui. Alors évidemment, ça se fait parfois, même souvent en équipe, ça. Toutes ces questions-là peuvent faire appel à des expertises. Alors parfois, on est tout seul, mais parfois, on a des équipes à disposition qui sont beaucoup plus larges. Donc, par exemple, ingénieur de données, analyse de données, donc designer de données, designer graphique aussi pour l'esthétique à la fin, rédacteur aussi. Bon, tout ça, ça fait appel à toutes ces compétences-là. Puis c'est un challenge de les faire travailler ensemble. Donc dans mon cours, on fait beaucoup ça. On fait ces activités on pitch des idées, on propose des designs, on se critique les uns les autres, et puis on itère comme ça. En fait, le but, c'est de itérer dans ces itérations de design. Donc moi, j'enseigne à des ingénieurs. Donc au début, ça les déstabilise beaucoup parce qu'ils ont une manière de fonctionner qui est souvent très scientifique. Donc ce processus-là qui est un peu différent, va un petit peu les décontenancer. Et d'autant plus qu'on est en train de manipuler la donnée, fait qu'ils ont souvent aussi cette attitude qui est de valoriser la donnée en premier et de moins voir cet aspect plus utilitaire, objectif. Et donc, par exemple, le fait que pour un même jeu de données, si on a deux types d'objectifs différents, il faut faire deux types de visualisations différentes. Ce n'est pas un jeu de données égale une visualisation. Donc voilà par exemple des croquis, des itérations de croquis. Donc on voit qu'on explore un espace de design qui peut être très large pour aboutir parfois à donc, des résultats qui sont très différents de toutes les itérations qu'on a fait avant. Donc on pense que ça peut ressembler à ce qui est en haut, mais en pratique, en fait, ça ressemble vraiment plutôt à ce qui est en bas, le processus qu'on est en train de suivre. Il y a beaucoup de retours en arrière et d'itérations, dépendamment du temps qu'on a à disposition. Je vais vous montrer un exemple de rapport que je demande à mes étudiants de faire dans mon cours, pour vous montrer vraiment à quel point je demande une caractérisation explicite de tout ça. Donc, dans l'occurrence, c'est un rapport de cet hiver, là, j'ai terminé mon cours. C'est un rapport d'une douzaine de pages où ils font des projets en équipe. Donc c'est un rapport, on ne va pas le lire en détail, ne vous inquiétez pas là, mais c'est un rapport sur l'achalandage de lignes de bus. C'était pour une entreprise de Montréal. Et donc, tout ce que je vous ai raconté avant, c'est écrit noir sur blanc ici. Vous avez une caractérisation du contexte, le public cible, à qui ça s'adresse exactement, le jeu de données,
Donc on ouvre une section ici de jeux de données, où vous avez la liste exhaustive des variables. Pour certaines de ces variables, en particulier les variables quantitatives comme le montant ici, vous avez des éléments, des statistiques sur cette variable-là, et notamment même un petit graphique qui montre la distribution. Pourquoi? Parce qu'un design pourrait fonctionner avec une distribution des montants complètement homogène et ne pas fonctionner avec une distribution centrée comme celle-là, par exemple. Donc je leur demande de faire ça. Au début, ils croient que je leur demande de faire ça pour moi, mais en fait, je leur dis non, non, c'est pour vous que je vous demande de faire ça, pour que vous compreniez mieux vos données, en fait. Et on arrive à la question, un peu plus délicate pour eux au début, qui est de caractériser les besoins et les questions. Donc vous avez une section ici, questions cibles, organisée ici en deux parties, aspect géographique, aspect temporel, et vous avez vraiment écrit noir sur blanc les questions pour lesquelles ils souhaitent que le spectateur puisse répondre à la fin. Donc par exemple, quels moments de la journée sont les plus problématiques sur ces lignes de métro? Quel est l'achalandage moyen? Quels problèmes sont récurrents? Etc., etc. Vous voyez qu'il y a certaines questions qui sont barrées, c'est des questions qui ont été enlevées au fil de l'eau, pour diverses raisons, pour vous montrer que ça itère là-dedans. Vous avez une colonne priorité aussi. Est-ce que cette question-là est particulièrement importante pour l'utilisateur ou un peu moins importante, c'est plus du bonus? Ça va avoir un impact très fort sur les choix de design qu'on va faire. On va associer les encodages les plus efficaces au niveau des données aux questions qui sont les plus importantes pour l'utilisateur. Il y a beaucoup de compromis qui sont faits dans une visualisation. Et puis ensuite seulement, vous avez des idées de design. Donc on arrive dans la partie plus mock-up, avec par exemple, ici dans ce rapport, il y avait 3 propositions de design. Les questions que ce design-là souhaite vraiment adresser. Et en fait, cette caractérisation des besoins devient une sorte de checklist pour évaluer si cette ou ces visualisations sont effectivement efficaces. On prend notre visualisation, on la regarde, on regarde notre tableau de questions, on les prend une par une dans notre tête là, et on se dit, ok, est-ce que l'achalandage moyen, je le vois facilement en regardant ça ou pas? Et oui ou non, ben, on ajuste ensuite. Et puis c'est comme ça que ça itère finalement. Voilà pour... donc il y avait un autre graphique ici en chandelier. Donc ça ressemble à ça en fait. Et donc ce rapport d'une douzaine de pages, c'est pas le rapport qui me donne à la fin, qu'on fait à la fin comme un rapport de stage, une fois qu'on a tout fini, hop, on va faire un rapport pour le prof. Non, non. C'est leur outil de travail en fait pendant toute la partie des projets qui n'est pas encore implémentatoire. Donc avant de passer vraiment à l'implémentation de ça, par exemple en ligne sur le web de manière interactive. Je vais m'arrêter ici pour ouvrir la discussion finalement, puis mes take-home messages, là, ils sont assez courts. Une visualisation, ça sert des objectifs utilisateurs, ça c'est mon message le plus important pour vous. Un processus de design, c'est un processus qui est itératif, non linéaire, souvent collaboratif, idéalement centré utilisateur, et tout ça, ça s'apprend en faisant, donc learning by doing and failing. Merci beaucoup. J'avais ma question avant d'arriver ici, mais elle est encore plus brûlante que celle que j'ai imaginée ce matin. La 3D temps réel, le fait qu'on parle de métavers, d'espaces immersifs dans lesquels on pénètre et tout ça, est-ce que ça ne va pas changer quelque chose dans la visualisation de données? Autrement dit, là, on pense beaucoup 2D, on est sur papier, on est sur de l'imprimé, mais il y a tout un monde qui s'ouvre là. Est-ce que ça vous intéresse, ce nouvel espace de représentation 3D temps réel, immersif, à l'intérieur duquel on peut entrer? Oui, c'est sûr que ça ouvre plein de perspectives, c'est intéressant. Maintenant, ce n'est pas nouveau non plus. On fait la réalité virtuelle, ça fait longtemps qu'on essaie de voir si effectivement il y a des contextes et des visualisations et des données particulières pour lesquelles certaines tâches fonctionnent mieux finalement en 3D ou en 2D ou pas. Il y a plein de travaux qui sont faits autour de ça. Est-ce que les univers métaverse 3D comme ça vont augmenter ça ou créer quelque chose de différent? Je ne saurais pas vous dire. En pratique, moi, ce que je constate quand même, c'est que souvent, une représentation 3D des données va devenir est intéressante quand la 3D est déjà inhérente en fait au jeu de données. Quand les données sont elles-mêmes physiques en 3 dimensions, des mesures de choses, oui, des mesures de capteurs en 3 dimensions, de pollution ou d'espace de position de satellites, par exemple, ou des choses comme ça. Dans ces contextes-là, souvent, en effet, une représentation 3D peut être intéressante, mais là, encore une fois, c'est toujours à évaluer à l'aune
des objectifs qu'on a et des questions qu'on a. Les choses sont plus visibles en 2D ou en 3D, ça dépend vraiment des questions. Mais la représentation 3D et de manière immersive aussi, ça fait longtemps quand même que ça existe. De temps en temps. C'était un commentaire sur la question précédente que je voulais poser. Je crois que la question, ce n'est pas tellement le côté pour la compréhension des données, je voudrais avoir votre avis là-dessus. Ce n'est pas tellement le mode de représentation, le métavers, comme vous le disiez, il y a beaucoup de 3D. C'est la participation sensorimotrice de l'usager. Ce n'est pas tant le 3D, à mon avis, mais la manipulation des données par la personne qui doit les comprendre, qui me paraît importante. Oui, puis encore une fois, il y a pas mal de travaux qui essaient de voir dans quel contexte c'est intéressant de manipuler en 3D. Par exemple, il y a aussi je connais donc, par exemple, je connais des travaux où les chercheurs ont imprimé en 3D des choses qu'on pouvait représenter avant éventuellement en 2D, comme des graphes. Et on essaie de voir si, pour certaines tâches qu'on leur demande de faire, le fait de manipuler ça en 3D, ben, ils y arrivent mieux, dans le sens plus rapidement, plus précisément, etc. Donc ça dépend vraiment de ce qu'on leur demande de faire et du contexte aussi. En fait, j'ai une question concernant la modélisation d'images et par rapport à la visualisation de données. Est-ce que vous avez parlé de la modélisation d'images dans le domaine de l'intelligence artificielle? Est-ce que ça fait une étape préalable pour venir, pour justement arriver à la visualisation des données, ou c'est quand même, ça fait partie d'un processus, ou c'est vraiment deux domaines complètement indépendants et il y a-t-il une différence entre les deux? C'est ça ma question. Merci. C'est deux domaines différents, mais la visualisation peut être vue comme un outil qui peut être utile pour le premier domaine aussi. On fait, quand on fait de la modélisation d'images, de la vision par ordinateur ou de la synthèse d'images, on visualise des choses. Tout ce qui peut nous aider en fait à comprendre mieux ce qu'on manipule. C'est pour ça, bon, je prenais l'exemple un petit peu de faire des petits graphiques, mais selon le contexte, oui, le fait d'analyser les données qu'on a va nous permettre de mieux les comprendre pour ensuite finalement mieux les visualiser aussi. Vous avez un studio de création de données, mais vous n'avez pas parlé nécessairement de fidélité aux données dans votre présentation. On pourrait imaginer des cas où le commanditaire d'une visualisation a un objectif qui est différent de celui de l'utilisateur. On se retrouve à vouloir montrer quelque chose avec les données dans un objectif commercial ou dans un objectif qui n'est pas nécessairement celui des données. Comment est-ce qu'on évite ça? Est-ce que c'est un conflit qui se rapporte un petit peu à celui de l'artiste commandité par des entreprises ou des éléments de même? Donc l'exemple d'un commanditaire qui voudrait qu'on lui développe des visualisations pour un utilisateur, mais qui ne souhaite pas forcément rejoindre les besoins de cet utilisateur-là. La STM pourrait vouloir présenter des données d'utilisation du métro qui expliquent que finalement le métro n'est pas tant achalandé et ça serait contraire à ce que disent les données, mais la visualisation peut tromper. On parle d'exploiter les processus cognitifs. On sait qu'en design, par exemple, d'interface utilisateur, on fait des fois des choses, des dark patterns, des choses comme ça pour triquer l'utilisateur. Est-ce que ça existe aussi en visualisation des données? Bien sûr, dans l'exemple que vous avez pris, c'est un exemple de ça, finalement. Donc oui, c'est un enjeu. Dans mon cours, on parle d'intégrité graphique, finalement, le fait de justement avoir conscience que selon ce qu'on fait, on facilite ou pas certains messages d'ailleurs. Donc c'est quelque chose, c'est un des enjeux de ce processus-là, c'est de savoir si on biaise ou pas aussi la représentation de la donnée qu'on est en train de faire. Ensuite, le fait qu'un commanditaire puisse avoir un objectif différent de celui des utilisateurs, c'est-à-dire que nous par exemple, quand on fait une commandite comme ça, on va vraiment, dans le processus-là, essayer de comprendre et caractériser ce que l'utilisateur, ce dont il a besoin, pardon, ou ça peut être aussi la STM qui a un message à transmettre, mettons dans votre exemple. Donc,
ou dans les médias aussi, c'est souvent comme ça. Il n'y a pas le besoin en fait du lecteur, il n'est pas prédéfini. C'est une information qu'on souhaite transmettre au lecteur. En effet, s'il y a quelque chose de, si je prends votre exemple encore, la STM qui essaie de délivrer un message qui est trompeur, c'est un peu ça votre question finalement. Ben, on est là pour lui dire, mais donc tout ça que vous avez raconté, il me semble que en fait vous proposez développer les moyens de communication entre les personnes qui produisent les données et après les personnes à qui il doit raconter cette idée. Et dans votre présentation, c'est le dialogue entre deux humains. Car on est dans la conférence consacrée à l'IA. J'ai une question, est-ce que vous avez travaillé avec interprétation des données? Parce que l'IA maintenant, c'est un peu marché comme black box. Et la question de compréhensibilité des processus qui se passent dans les modèles, par exemple, des reconnaissances automatiques des images, est encore inconnue. Est-ce que vous avez essayé de développer les outils qui peuvent projeter le processus de travail de l'IA sur la manière compréhensible à l'humain? Parce que je ne peux pas voir dans 64, par exemple, chiens comme l'IA, mais je suis intéressé comment ça marche encore. On a des travaux comme ça. D'ailleurs, je sais pas si j'ai un étudiant qui travaille là-dedans, je ne sais pas s'il est là aujourd'hui, mais fait que oui, mais c'est une black box là, mais il y a quand même un utilisateur humain qui est. C'est pas pour mettre ça dans un tiroir et ne le montrer à personne. Par exemple, si c'est de mieux comprendre comment fonctionne une méthode d'IA, parce qu'en effet, c'est difficile d'aller voir toutes les couches, etc. Mais en fait, c'est parce qu'on veut montrer ça, c'est qu'il y a un chercheur derrière qui s'intéresse à ça, qui veut répondre à certaines questions. Est-ce que mon IA elle a certaines limites ou si je change l'apprentissage d'une manière ou d'une autre, qu'est-ce qui va se passer en sortie finalement? Donc il y a quand même un utilisateur cible qui est présent de ces visualisations. Donc il faut quand même comprendre qu'est-ce que cet utilisateur-là, cet étudiant, ce postdoc, ce chercheur, il souhaite faire, à quelles questions il souhaite répondre avec ça en fait. Est-ce que c'est détecter des erreurs dans sa méthode d'apprentissage au moment de telle étape d'apprentissage par exemple? Il y a quand même ça En fait, c'est pas différent. Il faut quand même caractériser ses besoins et ces questions-là. Et c'est ça qui va ensuite dicter finalement la manière de représenter ces données-là. La question de défi, est-ce que visualisation de science est l'art? Et Thomas a nous raconté traduit son travaux. Il posait les questions importantes. Est-ce qu'il y a comment visualisation des sciences peut être aidée à l'IA? Et bien apparemment, dans toutes les étapes de préparation des données jusqu'à la fin, jusqu'à le traitement de résultats, ça peut être utilisé la visualisation. Et ça pose une autre question, c'est quoi la visualisation des données? Et selon Thomas, c'est représentation visuelle de l'information servant à des objectifs. Et dans ces définitions, en fait, c'est caché la base des travaux qui suivent. Donc, il faut développer les critères pour faire la visualisation, pour faire la bonne visualisation, pour faire le dialogue entre les personnes qui créent ces données et les personnes qui vont les percevoir. Et dans ces contextes, si on va essayer de répondre à la question défi, est-ce que c'est un art de faire la visualisation des données? Ce n'est pas forcément parce que l'art plutôt a plutôt le but de faire la réponse esthétique, quand les données, c'est plutôt répondre compréhension de l'histoire après ces données. Et visualisation de données, ce n'est pas science non plus, car c'est pas facile, c'est pas possible de formaliser ces processus comme dans les sciences. En fait, visualisation des données, c'est plutôt le design, qui demande 3 étapes principaux
pour faire la visualisation plus efficace, c'est compréhension des données. C'est l'utilisateur final qui doit comprendre qu'est-ce qu'on voulait faire et les buts des visualisations. Est-ce que c'est communication? Est-ce que c'est quelque autre chose? Et il y a plusieurs outils pour développer cette visualisation et c'est le travail à développer je pense, pour tous les chercheurs qui voudraient faire la discussion. De mon côté, je voudrais aussi ajouter un petit moment pour celui qui pense que visualisation des données et les sciences, c'est un art. En Suisse, il y a un concours annuel, Sciences comme l'art, qui s'appelle Figure 1A. Pour cette année, c'est déjà trop tard pour faire la soumission, mais pour l'année prochaine, je vous encourage de participer votre science, votre image.